Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que je vous trouve en pleine forme en ce mercredi ensoleillé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a l'émission Destination Bien-être, il fait beau à Aix-les-Bains. Non, je rigole, c'est pas le cas toujours, mais aujourd'hui il fait beau et j'ai le plaisir de recevoir Nadège Fonini. Bonjour Nadège. Bonjour Anaïs. Nadège que vous connaissez déjà puisque c'est pas la première émission qu'on co-anime. Nadège, aujourd'hui on va parler, donc vous avez l'immense plaisir d'avoir derrière le micro deux naturopathes rien que pour vous. Alors on vous invite d'ailleurs à poser vos questions si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, à venir nous poser vos différentes questions. La thématique qu'on souhaitait aborder aujourd'hui avec vous, c'était les maux de l'hiver. Voilà, on avait beaucoup parlé de l'immunité lors de l'année dernière déjà, ça passe vite. Oui, c'est vrai, c'est notre petit rendez-vous de naturopathe saisonnier. C'est ça. Donc là, on se disait que ça serait assez opportun de vous parler des maux de l'hiver et d'aller un peu plus loin dans cette émission et de vous donner un peu nos tips, nos recettes bien-être et comment prendre soin de vous. Avec l'hiver qui arrive, quels outils vous pourriez avoir et un peu aussi l'idée d'une pharmacie à la maison, un peu à portée de main avec les essentiels que vous pourriez avoir sous le coude pour prendre soin de vous et de votre santé. Avec on a prévu de ratisser quelques mots d'hiver pour vous donner nos clés. Donc j'espère que vous trouvez ce dont vous aurez besoin et que vous êtes quand même en pleine forme pour débuter. Là, on est en plein dans le mois de novembre, l'automne. Là, il y a bientôt plus de feuilles sur les arbres. Voilà, on rentre doucement, on arrive tranquillement vers l'hiver. Alors Nadège, peut-être que tu peux te représenter auprès de nos auditeurs pour débuter. Et oui, je suis naturopathe, moi comme toi, donc sur Chambéry. Et puis quelques journées à Yenne aussi, et je fais de la visio également. Donc la naturopathie, pour redire un petit peu, c'est l'hygiène de vie, le soin de la nutrition, vraiment apporter des conseils qui soient spécifiques, spécialisés pour la personne en fonction de son état de santé et de ses objectifs aussi. Donc moi je suis à Chambéry et c'est ce que j'ai dit, Yann est en visio aussi. Et puis je propose aussi des programmes de coaching donc un petit peu plus spécifiques sur quelques mois et des ateliers thématiques aussi. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure pour un atelier en commun. Et puis on est là pour vous apporter un petit peu des choses simples que vous pouvez avoir dans vos pharmacies, dans vos salles de bain, avec des conseils qui concernent cette saison, qui est un petit peu entre l'automne, l'hiver, des problématiques récurrentes. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Moi je commencerai bien par justement l'hygiène de vie qui me semble être la base, qui est vraiment, comme tu disais, la naturopathie, le pilier principal. Alors pour vous redire, il y a 3 piliers. Il y a l'alimentation, qui est l'hygiène, l'alimentation, l'activité physique et puis aussi la gestion émotionnelle. Alors on essaiera à chaque fois de vous dire un peu les outils que vous pouvez utiliser facilement sur ces piliers-là. L'activité, donc concernant l'alimentation, il y a les essentiels, donc on va vous reciter aujourd'hui. Alors peut-être que pour certains ça sera une redite, pour d'autres ce sera la découverte. C'est la grande révision. La grande révision, c'est ça. On a dépassé la rentrée, mais l'automne c'est aussi une rentrée pour les naturopathes puisque on parle beaucoup de détox et peut-être que ça peut être ça notre porte d'entrée dans cette émission. Il y a beaucoup de produits détox, on parle énormément, c'est très marketing aujourd'hui, on peut le dire, le côté détox. Moi, j'aime beaucoup dire aux personnes qui viennent me voir au cabinet que votre corps sait se détoxifier tout seul si il a l'énergie disponible pour le faire. C'est vrai. Et ça, processus naturel en fait. Voilà, c'est un processus naturel. La purge de l'automne-hiver se fait naturellement. Mais il faut avoir la vitalité pour le faire et le supporter. Et pour cela, ce qu'on peut vous donner comme indicateur et comme marche à suivre, je dirais, dans un premier temps, c'est prendre soin de votre vitalité. Donc au travers d'un bon sommeil qui soit réparateur, donc faciliter un sommeil réparateur, voir ce qui nous donne l'indicateur de si on dort suffisamment, est-ce que le matin on se réveille avec ou sans le réveil, est-ce qu'il y a des réveils nocturnes, est-ce qu'on s'endort facilement.
Donc le sommeil, il est primordial. Est-ce que quel est mon état de l'énergie sur une échelle de 0 à 10? Quel est mon niveau de fatigue actuellement? Et comment je peux l'optimiser? Et puis tu dois constater aussi en cabinet comme moi qu'en ce moment les gens reviennent beaucoup avec j'ai beaucoup de fatigue. C'est un phénomène qui est normal en fait en automne-hiver. Le corps il réclame davantage de repos. C'est vraiment la période qu'on appelle de la revitalisation quand on va vers la période un peu plus hivernale. Donc c'est un fait, il vaut mieux écouter sa fatigue et autant que faire se peut vivre à ce rythme-là. De toute façon, on est un petit peu invité à ça. On en parlait tout à l'heure. On se lève, il fait nuit, on se couche, il fait nuit. Donc voilà, ça allonge un petit peu les soirées, mais c'est peut-être aussi l'opportunité dans l'année de prendre un peu plus de repos. Oui, de se coucher plus tôt et de ralentir. Alors en effet, c'est pas toujours évident et on a une mauvaise habitude, je dirais, c'est de lisser. En fait, on a le même rythme de journée toute l'année. Alors que physiologiquement, là, en effet, en ce moment, à 17h30, il fait nuit. Donc, notre journée, elle devrait plus ou moins, en tout cas, vraiment aller vers un ralentissement à cette heure-là. Et pour se coucher plus tôt et se réveiller peut-être un peu plus tard, si on peut le faire, bien sûr. C'est vrai que dans l'idéal, si on pouvait adapter notre rythme de travail, socialement, on a été amené à ça, mais à suivre un petit peu plus le rythme des saisons, à continuer à avoir une activité physique, ça reste important. Mais dans ces cas-là, il faudrait le faire plus en journée. Pour ceux qui peuvent aller vous promener en forêt, c'est le moment de vous recharger en vitalité. Mais c'est pas toujours évident à ces périodes-là où on a beaucoup plus de nuit quand on rentre du travail notamment. Donc, faut essayer de trouver des petits temps comme ça pour s'oxygéner aussi, continuer à avoir du mouvement et ne pas rester simplement en intérieur, même si c'est toujours plus agréable quand il fait froid. Oui, et bien sûr, puisqu'on est plus en intérieur, dans cette notion, donc avant d'attaquer sur l'alimentation, pensez à bien aérer vos espaces de vie. Donc même si là on chauffe, ça peut être des temps plus réduits, mais le matin on se lève, on ouvre ses fenêtres 5 à 10 minutes. Ouais, vraiment renouveler l'air parce qu'en fait la pollution elle est intérieure aussi, donc il faut vraiment penser à aérer tous les jours. Et donc concernant l'alimentation, donc aujourd'hui, on va revenir un peu aux choses aux basiques pour nous qu'on peut vous évoquer. Donc je dirais que une des premières choses pour moi qui est vraiment le b.a.-ba, c'est d'essayer de consommer le moins transformé possible. D'être dans une alimentation vivante, de qualité. De saison, locale si possible, biologique pour ne pas apporter des pesticides à notre alimentation. Ouais. Donc c'est un peu plus spécifique en hiver. On va commencer à avoir les légumes d'hiver. Les cuissons peuvent être un petit peu modifiées. On a moins envie de manger du cru. Quand la vitalité baisse comme ça, on peut essayer de se remettre un peu aux cuissons vapeur notamment. Ou au décrudis au wok aussi, ça peut être intéressant. Oui. Venir vraiment décrudir. Par exemple, si vous aviez l'habitude durant l'été de manger beaucoup de cru, pourquoi pas de passer un peu au wok pour décrudir et faciliter la digestion. Moins demander de feu digestif dans cette période où on en a un peu moins, on est moins dans la chaleur. C'est ça, apporter la chaleur déjà, ça demande moins d'efforts au corps ensuite pour la produire. Et puis si on aime bien les woks, on peut en profiter pour ajouter des petites épices qui sont réchauffantes, qui stimulent l'immunité. Dans l'alimentation, mais en infusion aussi, on a la cannelle, la cardamome, curcuma, gingembre, le poivre noir, le thym, les aromatiques comme anti-infectieuses, l'ail qui est très antibactérien aussi, on peut en rajouter dans l'alimentation, c'est toujours stimulant et réchauffant aussi. Oui, et on parle aussi beaucoup, alors là je voyais ce midi par exemple de tout ce qui est soupe à l'oignon et tout. Il faut savoir que l'oignon aussi il est hyper intéressant dans ce moment de nettoyage puisque il est chargé, il va venir vraiment dépolluer au niveau de l'intestin. Il fait partie des prébiotiques aussi, comme d'autres aliments comme l'asperge, l'oignon, le poireau, les agrumes, l'ail, qui vont être les prébiotiques, qui vont nourrir les probiotiques, donc notre flore. Donc c'est pour réensemencer un petit peu et puis avoir un bon fonctionnement, une bonne santé intestinale en cette période, c'est important pour l'immunité. Et oui, parce que votre intestin, c'est votre immunité. Donc peut-être dans ce petit bilan personnel de où j'en suis aujourd'hui dans ma vitalité, posez-vous la question, déjà mon état de fatigue, mon système digestif. Comment va mon système digestif? Est-ce que je vais à la selle tous les jours? Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce qu'il y a des douleurs particulières? Tout ça nous donne un indicateur précieux sur l'état de santé dans lequel on se trouve à l'instant T.
Oui, est-ce qu'il y a des petits troubles de santé récurrents? Est-ce que nos petits points de faiblesse refont surface? Ça pourrait être des signes de baisse d'immunité un petit peu. Si on veut booster l'immunité, on peut aller justement sur des probiotiques naturels, une alimentation fermentée. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais la choucroute, les légumes fermentés. Pour ceux qui aiment aussi, il y a des boissons fermentées qui sont sympas, comme le kéfir ou le kombucha, les dérivés de soja. Voilà, le miso en bouillon aussi, c'est sympa. C'est idéal. Alors pour le miso, veillez à en prendre en qualité. Je sais qu'il y en a par exemple à Aix-les-Bains, à la Ressource. Ils en vendent du frais. Et c'est important parce que moi j'ai été assez déçue récemment dans celui qui est vendu en magasin bio. Je sais plus la marque et on va pas la citer bien sûr, mais il est pasteurisé. Ah ouais, du coup ça enlève tout ce qui est très intéressant pour la flore. Mais non, pourquoi ils font ça? Justement, on va chercher le miso pour venir nourrir notre flore intestinale. Et là, en fait, ils ont tué tout le micro, le vivant dedans, les micro-éléments, le vivant dedans en le pasteurisant. Donc c'est dommage. Mais sachez que en tout cas, il y a certains magasins bio comme La Ressource à Aix-les-Bains où on peut le trouver en frais. Super, c'est bon à savoir. C'est assez intéressant. Et donc dans l'alimentation, incorporer ce genre de choses. Dans les éléments qui sont fragiles aussi, on dit souvent la vitamine C, il faut pas trop chauffer, il faut avoir vraiment c'est quelque chose qui est assez fragile, mais c'est hyper intéressant pour la vitalité en ce moment. Ça sert aussi à fixer le fer, qui est important dans le régime végétarien, notamment, mais pas que. Vitamine C, on va le trouver dans les agrumes. Dans les baies connues comme l'acérola, on a aussi le cynorhodon, si on aime bien cueillir les plantes sauvages. Ça va être le moment là, je pense. C. C'est déjà possible d'en cueillir en fait. Et les fruits rouges notamment, d'autres fruits rouges, mais c'est un petit peu plus hors saison. Le persil qui est très riche en vitamine C, qui aide à la fixer. Chou, cresson, le kiwi, kaki qui est en ce moment aussi. Donc c'est vraiment de saison. Pour moi, le kaki c'est le fruit de saison et aussi assez local quand même. Déjà, il vient de France. Et qui est le plus riche en vitamine C. Il y a aussi l'ortie. Ah oui, l'ortie, la grande reminéralisante. Et on la trouve en toute saison maintenant, vraiment. Je trouve qu'en ce moment, il y en a plein, elle est vraiment belle. La nature est un peu perdue en ce moment. On en trouve en novembre, donc c'est intéressant, faut en cueillir. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau micronutriments pour l'alimentation, ça va être le zinc. On en parle beaucoup en complémentation, bien sûr, c'est intéressant pour faire face aux maux de l'hiver, mais on va pouvoir le trouver de manière alimentaire aussi facilement dans les produits de la mer qu'on mange assez peu finalement en Savoie, il faut y penser. Les huîtres, les œufs, la viande, les céréales, on va trouver du zinc dedans. Le sélénium aussi, c'est important pour l'immunité. On en retrouve aussi dans les produits de la mer, noix du Brésil. Les œufs, la viande, l'ail, l'oignon, céréales, on peut refaire un petit point en naturopathie au cas par cas, mais c'est quand même des choses à savoir et qui sont bonnes. Ne serait-ce que par l'alimentation, on peut booster aussi notre santé et notre immunité. Et puis là, tu parles des produits de la mer, donc il faut savoir qu'en plus, on rentre dans la saison là. Donc vraiment octobre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre avec les huîtres. On peut se régaler là bientôt. On peut se régaler. Là, il y a les précommandes. Il y a les fêtes qui arrivent. Peut-être qu'on peut se permettre d'étaler un peu la période des fêtes. Et pour ceux qui aiment, n'hésitez pas à faire le plein. Parce que par exemple, je pense aux huîtres. Là, on est dans la pleine saison. Et en plus, il y a bien sûr le zinc, le sélénium. Et il y a aussi l'iode dont on manque en Savoie. En fait, on en manque quand même. C'est pas... Beaucoup. Le fonctionnement thyroïdien, il fonctionne beaucoup avec ça. Si je peux me permettre un petit tips aussi par rapport à ça, il y a des choses qui existent en panier de poissons, de la même façon que les paniers de légumes, qui favorisent une pêche française, éthique, durable, pas les grands chaluts. Et ça permet de rémunérer au bon prix aussi nos pêcheurs français, qui sont... on est quand même entouré de mer, et ici, on mange assez peu de poissons, de produits de la mer. Ça s'appelle les paniers Poiscaille, et vous pouvez trouver facilement des points de collecte vers chez vous, si vous n'avez pas forcément dans votre coin, où on a des endroits reculés où il n'y a pas forcément des poissonneries partout. Ça peut être intéressant pour certains de se faire livrer. Poiscaille, et on peut se faire... En 48 heures, ça vient en camion réfrigéré. C'est super pratique. Ça permet d'en manger plus régulièrement aussi, quoi. Complètement. Et de choisir son rythme, de trouver un endroit où on peut venir le récupérer. On choisit son rythme aussi. En super aliment, on va avoir aussi les graines de chia, on va avoir les algues. Ça, c'est vrai qu'on ne pense pas non plus forcément à manger sous forme alimentaire, mais aussi la spiruline, des choses qu'on peut aussi apporter en complément. Le pollen, les produits de la ruche, après, on s'en détaille forcément en complémentation. Le côté immunité...
Après, il y a donc dans votre alimentation, donc veillez à aussi observer comment vous avez structuré vos repas. Voilà, est-ce qu'il y a matin, midi, une collation et le soir qui peut être l'idéal? Est-ce que vous avez faim le matin? Qu'est-ce que vous mangez le matin? On rappelle aussi que le matin, idéalement, on évite de consommer trop de sucré. Ça lance vraiment le pancréas, la pompe insuline. Ça donne un coup de pompe en fin de matinée. C'est particulièrement intéressant et important, je trouve, en hiver, quand on va vers la période hivernale, parce que on est soumis, bon là, on sent pas trop, mais aux éléments un petit peu, au froid, tout ça. Donc ça va pomper un petit peu en énergie. Et quand on prend un petit déjeuner sucré, justement, on ressent ce coup de pompe. Alors que si on a faim, il vaudrait mieux se tourner vers le salé, même des choses pas forcément trop grasses, pour tenir le choc, pour que le corps il soit un petit peu plus prêt au froid extérieur. Et puis voilà, tenir plus longtemps dans la journée. Déclencher aussi les bons neurotransmetteurs qui vont être la dopamine le matin et apporter le sucré un peu plus tard dans la journée pour amener la sérotonine qui, elle, va nous emmener plus vers le sommeil. Ça permet aussi d'avoir un bon rythme, surtout quand on est comme ça, quand le soleil se couche plus tôt et qu'on est un petit peu perdu, qu'on a moins d'heures de luminosité. Oui, et il y a aussi de bien penser à mastiquer, ça on le dit toujours, penser à bien vous hydrater, même quand on a froid, souvent c'est quelque chose. Alors c'est super de boire chaud, de boire des tisanes, mais rappelez-vous que à partir du moment où on met quelque chose dans l'eau, ça ne compte pas dans l'eau que vous buvez. Votre corps, il a vraiment besoin juste d'eau, donc au moins 1 litre, 1,5 litres. Et ça, en dehors des repas de préférence. Oui, il faut boire de l'eau et en plus, on peut apporter des tisanes. Voilà, des choses c'est ça. Alors, si vraiment le chaud est important pour vous, parce que ça peut être le cas en fonction de ce que nous, on appelle en naturopathie les tempéraments, c'est votre physiologie quelque part. Moi, je sais que je suis un tempérament plutôt frileux. Là, quand je suis dans cette période-là, je vais plutôt boire de l'eau chaude. Ressentir le besoin de boire de l'eau chaude. Complètement. Donc, quand on est dévitalisé aussi un petit peu en état de fatigue, on va sentir que le froid, mais c'est normal parce qu'en fait, ça force l'organisme à aller produire du chaud pour réchauffer cette eau. Ouais. Tout à fait. Même si les infusions sont intéressantes quand même, il y a des choses à faire au niveau immunité. Oui. Je sais pas si on peut les citer maintenant. Eh ben oui, on peut citer. Donc, tu veux citer en immunité globale, c'est ça? Par rapport à la SPERO-ORL, par exemple, il y a des choses qui sont super en infusion pour le respiratoire. Tusilage, marreux blanc, bouillon blanc, le pulmonaire, le plantain, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver en vrac, par exemple. Les tisanes de thym et d'aromatiques, toujours, ça reste une valeur sûre. On peut mettre un peu de miel dedans. Les produits de la ruche, c'est vraiment très intéressant. Thym, de citron. romarin aussi. Oui, romarin pour le foie. Ouais, c'est intéressant. Et il reste doux quand même. Je trouve qu'en tisane, elle reste assez douce quand même. C'est stimulant quand même le matin. Parfois, il y en a qui remplacent le café par les infusions de romarin. Complètement. Ça soutient le foie. Mais c'est vrai que toutes les aromatiques, elles sont intéressantes en anti-infectieux. Même si on veut mettre et qu'on aime le goût, la sarriette, la sauge, c'est super intéressant dans les infusions, mais aussi dans l'alimentation. Finalement, c'est une façon de se soigner en mangeant ou en buvant, ce qui est toujours un bénéfice. Et voilà, une bonne tisane de thym chaude avec une cuillère de miel. Si vous avez le courage de mettre un peu d'ail dedans quand vous êtes malade, c'est très antibactérien. Ça fait une tisane très forte. Curcuma, gingembre, voilà. Pour ceux qui aiment les épices, bien d'ailleurs, sûr. Ça me fait penser à ce que tu vois, j'avais pas noté d'en parler forcément, mais je trouve que c'est la bonne période aussi pour introduire le lait d'or. Ah oui, c'est super, j'allais en parler. Dans les boissons, Vas-y, explique-nous ce que c'est le lait d'or, alors. Si t'as Non, mais le lait d'or, il y a vraiment, je trouve, ce côté stimulant, réchauffant, aussi anti-inflammatoire, parce qu'on met une bonne dose de curcuma. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boisson ayurvédique qu'on fait effectivement avec du curcuma, du lait. Ceux qui supportent pas le lait, on met du lait végétal sans problème. Et c'est hyper stimulant de l'immunité. On n'est pas obligé de le faire au dernier moment. On peut fabriquer une pâte, en fait, qu'on garde au frigo pas très longtemps, mais qu'on peut faire au coup par coup. T'en fais souvent du lait d'or, toi, pour... c'est quelque chose que j'aime consommer, en fait. Je trouve que c'est une boisson aussi doudou. Oui, c'est agréable. Voilà. Elle a un côté, tu vois... je veux dire, un peu comme on s'offrirait un chocolat chaud.
C'est vrai, ouais. Tu vois, moi, c'est ma version, je suis pas trop chocolat chaud, j'ai vraiment du mal à digérer et tout. Par contre, ce côté lait d'or où quand je sens que je suis fatiguée, que j'ai besoin de chaleur et tiens, un petit moment pour prendre soin de moi, je vais me préparer cette boisson. C'est vrai que c'est réchauffant, ça a quelque chose de réconfortant. Moi, je suis pas très sucrée non plus. Effectivement, je vais plus me tourner vers des choses comme ça ou alors des chais. Hein. C'est vrai qu'on peut faire aussi des laits aux épices tout simplement. Mais quand même, le curcuma qui est très anti-inflammatoire, il est très intéressant à cette période, quoi. Donc pour revenir à cette sphère ORL, il y a aussi, donc on a parlé du thym, du citron, de l'ail. On peut aussi penser, bien sûr, dans les choses comme ça très simples, au nettoyage du nez. Alors moi, je te parlais de la lota. La lota qui est vraiment pour moi ça ressemble à une petite lampe, comme la lampe d'Aladin. C'est ça la forme. Hein. C'est ça la forme. C'est pareil, c'est une pratique tirée de l'ayurvédisme parce que c'est une pratique yogi. La lota, l'idée, donc c'est un petit récipient dans lequel on va mettre de l'eau à température ambiante et un sel, une petite cuillère, une petite mesurette dedans, de sel de bonne qualité. Souvent, c'est recommandé le sel de l'Himalaya, pardon. Et on va passer cette lota dans une narine et l'eau va ressortir par l'autre narine. Donc c'est un vrai nettoyage du nez et de toute la cavité nasale et je trouve que c'est très très efficace. Alors bien sûr quand on est malade, mais aussi en prévention. Si jamais votre sphère de fragilité entre guillemets, c'est la sphère ORL, ça peut vraiment être intéressant d'incorporer la lota. Alors les yogis par exemple, ils l'utilisent comme ils se lavent les dents et ils utilisent la lota. Donc le matin, ils se brossent les dents et ils se lavent le nez. Pour ceux qui ont la sphère ORL fragile, le sel, l'eau salée, c'est toujours purifiant. On peut faire en gargarisme aussi, finalement. Bon, un gargarisme, on rappelle, c'est faire circuler l'eau dans la bouche, mais pas l'avaler. Donc, vous faites circuler cette eau salée et puis vous crachez ensuite. Ça va nettoyer effectivement tout le respiratoire, de nettoyer le nez, la gorge. Voilà, si vous êtes un petit peu fragile à ça ou en prévention, ça peut toujours nettoyer les cavités nasales et la gorge. Donc dans la sphère ORL toujours, on peut vous citer quelques huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, c'est vraiment, je trouve, quelque chose à utiliser avec parcimonie et avec conscience que c'est un produit très très puissant. Donc quand on parle d'huile essentielle, on utilise 1 à 3 gouttes à chaque prise maximum. Et voilà, donc souvent la majorité des huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes, aux personnes aussi qui seraient asthmatiques, allergiques et aussi épileptiques. Donc voilà, juste pour mettre le cadre. C'est vrai que c'est un petit peu l'élixir de la phytothérapie. C'est comme si on avait du 100% de concentré. On n'est pas habitué à être confronté à des produits comme ça. Et en fait, parfois, les gens pensent que mettre 10 gouttes, ça va être plus efficace qu'une. Pas du tout. Si vous avez envie que ça couvre une grande surface, par exemple, si on l'utilise sur la peau, on le dilue dans une huile végétale. Mais à aucun moment, on met 10 gouttes. Ça va être beaucoup trop pour l'organisme ensuite à gérer. Donc pour la sphère ORL, on peut vous citer l'Eucalyptus radiata, qui est pour moi une huile essentielle qui en plus est bénéfique pour les enfants. On peut l'utiliser facilement. C'est vrai qu'elle est douce, celle-ci. Voilà, elle est assez douce, même à partir de 3 ans, elle s'utilise. C'est une huile, donc on va toujours utiliser diluée dans une huile végétale, comme toutes les huiles, quasiment toutes les huiles essentielles. On peut l'appliquer, par exemple, chez les enfants entre les omoplates ou sous la voûte plantaire. Ça peut être très intéressant. Et aussi, on peut la mettre au niveau de la poitrine. C'est sûr. Et on avait évoqué aussi l'idée de l'utiliser en inhalation ou en diffusion. Oui, on peut utiliser un inhalateur ou alors un bol, si on fait attention de ne pas se brûler avec en mettant un torchon au-dessus de la tête. Eucalyptus, Ravinsara, Niaouli, Titri, c'est vraiment les huiles essentielles quand on arrive vers l'hiver. Donc soit à les inhaler directement comme ça, ou diffusion, on disait tout à l'heure, aérer les pièces, mais on peut aussi les purifier en diffusant ces huiles-là. Si vous trouvez qu'elles sont fortes, vous pouvez vous faire des petites synergies sympas en adoucissant avec une petite orange douce ou quelque chose comme ça, ou orange pain, voilà, aller sur des synergies que vous aimez aussi pour que ça sente bon, mais aussi que ça purifie. Donc dans un peu, je dirais, voilà, si vous deviez faire une trousse d'huiles essentielles, un peu les indispensables à avoir à la maison, donc moi je citerais Eucalyptus radiata, Ravinsara, Niaouli ou Titri. J'en choisirais une des deux parce que c'est quand même 2 huiles essentielles qui s'utilisent, qui ont des
des utilités communes. Et je rajouterai, parce que je trouve que quand on a des enfants, même pour les adultes, la lavande vraie. Ah oui, la lavande vraie, tout, la lavande. Voilà, qui sert à tout, qui est vraiment un large spectre et qui est aussi très apaisante du système nerveux. Elle est relaxante, elle est aussi stimulante de l'immunité, anti-infectieuse. Elle est vraiment polyvalente, la lavande. Elle sert à beaucoup de choses, effectivement. On peut la diffuser, on peut l'appliquer sur la peau. Elle est vraiment intéressante. Donc, on rappelle que les huiles essentielles, on n'applique jamais sur une peau qui serait abîmée ou endommagée, où il y aurait une cicatrice. C'est vraiment, et on dilue toujours. Et si c'est la première fois que vous utilisez, donc vraiment essayez d'abord sur une petite partie, pourquoi pas au niveau du poignet, de votre corps, pour voir comment vous réagissez. Et n'hésitez pas à faire appel à votre naturopathe ou votre médecin. Il y a de plus en plus de médecins ou pharmaciens. Les pharmaciens aussi sont formés et connaissent s'intéressent de plus en plus et connaissent de mieux en mieux les vertus et connaissent parfaitement les préconisations des huiles essentielles. C'est vrai qu'il y a pas mal d'applications pour les huiles. C'est pas forcément à prendre en interne. Pour prendre en interne, il vaut mieux être un petit peu formé à ça. Sous forme d'atelier ou de voir avec votre naturopathe comment il peut vous le recommander. Mais par précaution, toujours diluer et puis vraiment prendre 1 goutte à 3 gouttes, ça suffit en général quand on connaît pas trop. Donc ça, c'est quand même des huiles essentielles, on va dire, à spectre large et où vous pouvez pas trop faire d'erreur si vous respectez 2-3 gouttes. Après, si vous souhaitez aller plus loin dans l'utilisation et la connaissance, développer votre connaissance de l'aromathérapie et puis constituer votre armoire à pharmacie de façon plus large. Avec Nadège, on vous propose un atelier le 7 décembre à 19h qui se fera dans mon cabinet 4 Square Jean Moulin. Donc c'est un atelier qui durera 1 heure. L'objectif de cet atelier justement, c'est de vous donner toutes les clés pour bien utiliser l'aromathérapie, les huiles essentielles. Et aussi, une fois que vous les avez, savoir dans quel cas, puisque là, par exemple, on a parlé de l'eucalyptus, du Ravinsara, Niaouli, Titri et de la lavande pour la sphère ORL, mais il y a aussi beaucoup d'autres pathologies symptômes dans lesquels on peut utiliser les huiles essentielles. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment que vous repartiez avec ces connaissances et que ce soit un atelier pratico-pratique. Oui, voilà, pour apprendre plein de choses. On va faire une courte pause musicale et on vous retrouve dans un court moment pour aborder d'autres mots divers et vous donner encore plein d'astuces. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Alors dans cette émission avec Nadège Fonini qui est aussi naturopathe, nous vous parlons des maux de l'hiver. Donc en première partie d'émission, nous avons parlé de la sphère ORL. Voilà, donc de comment on pouvait prendre soin de la sphère ORL avec les huiles essentielles, les différentes plantes aussi. On a parlé des plantes stimulantes de l'immunité, de l'eau aussi, l'hydrologie avec l'alota. Voilà, si vous n'avez pas, vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à écouter le replay sur notre chaîne YouTube. Et là, on va aborder donc la partie plutôt digestive, alors qui peut être mise à mal un peu moins quand on est adulte, mais ça peut arriver aussi. Puis là, il y a les fêtes qui arrivent bientôt, donc écoutez attentivement, prenez des notes pour après le réveillon, vous aurez ça sous le coude. Donc voilà, comment prendre soin de sa sphère digestive quand on sent que ça ballonne. Alors là, bien sûr, on ne parle pas de pathologie. Quand c'est quelque chose qui est chronique, qui est installé depuis longtemps, on vous invite vivement à consulter votre médecin ou votre naturopathe. Mais voilà, sachez que la douleur, c'est pas physiologique. Et si vous prenez des médicaments type antalgique pour ne plus avoir de douleur, ça ne fait que la rendre, oui, puis la rendre finalement plus invisible, mais elle est quand même là. Donc voilà, de prendre soin de vous. Là, l'idée, c'était plutôt dans le côté, j'ai attrapé un petit virus ou j'ai trop mangé, j'ai fait un excès. Qu'est-ce que je peux avoir à la maison pour prendre soin de ma sphère digestive ? Il y a un outil qu'on aime bien toutes les deux et qui est assez simple d'utilisation, qui sert d'ailleurs à plein d'utilisations, qui est l'argile.
Quand on a fait un excès alimentaire ou alors simplement ponctuellement à prendre quand on a une petite diarrhée passagère, gaz, ballonnement, parfois ça peut même être douloureux. L'argile, il faut vraiment la prendre par contre sur fine, ventilée très 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 fine, la mettre avec une cuillère en bois dans un verre d'eau. Si on a le courage, on peut boire tout le mélange, en fait, ce qu'on appelle le lait d'argile. Et donc, dans ces cas-là, ça va vraiment avoir un côté purifiant, absorbant, c'est vraiment détoxifiant. Ça reminéralise l'organisme en passant. Alors, par contre, du coup, comme elle a cet effet détox aussi, il faut la prendre loin des traitements, parce qu'elle a tendance à inhiber l'action des médicaments, éventuellement, de la pilule contraceptive, tout ça. Donc, le prendre vraiment loin de tout traitement éventuel que vous pouvez avoir. Oui, parce qu'elle a vraiment une qualité très très absorbante. Elle vient pomper vraiment tout ce qu'il y a, donc d'où son côté détox, c'est-à-dire qu'elle va venir nettoyer, absorber ce qu'il peut y avoir pour l'éliminer. Donc en effet, l'argile verte, elle est très intéressante. Voilà. Donc moi, je conseille souvent pour débuter de mettre une cuillère à café, par exemple. Alors on n'utilise pas de métal, c'est pour ça que Nadège, elle précisait en bois. On n'utilise pas de métal avec l'argile. Vraiment d'utiliser une cuillère à café en bois et on vient mettre dans un verre d'eau, on remue et parfois on peut laisser reposer et boire juste l'eau. Juste l'eau qui surnage, voilà. Qui s'est chargée des propriétés. Déjà, ça peut être une première étape on peut faire ça pendant 2-3 jours et le 3e jour, on peut éventuellement boire le tout avec l'argile. Ça peut être quelque chose et je pense que, c'est vraiment accessible à tous. Moi, j'en donne à mes enfants quand ils ont la diarrhée. C'est très vraiment quand ils sont en douleur, ils ont des diarrhées. Ça ressemble, le smecta en est inspiré d'ailleurs. C'est ce côté cataplasme argileux. Il y a aussi, je trouve, puisqu'on est dans ce côté absorbant et il y a le charbon actif. Alors pareil, qu'on éloigne tout le temps de la prise de traitement. Mais je trouve qu'il est très intéressant. Alors moi, je vous recommande vivement de le prendre en gélule. C'est plus pratique déjà, plus facile d'accès. Pour l'avoir pris en poudre, non mais c'est imbuvable surtout. Ça noircit les dents. J'ai cru que j'avais tout fait ce truc. C'était impossible à boire. Plus dur que l'argile, c'est vrai. Vraiment. En gélule, et puis ça se transporte en gélule aussi, c'est pratique. Voilà, et les petites billes de charbon actif, elles restent en fait, elles se dissolvent pas. Alors que l'argile, ça fait une eau un peu plus dense, c'est tout. Donc voilà, le charbon actif pour tout ce qui est ballonnement, douleur. Oui, pour les mêmes symptômes en fait. Voilà. Après, l'argile verte, je disais tout à l'heure, juste une petite précision, l'argile blanche est beaucoup plus douce quand on a un estomac fragile, les types gastrite, ulcère, il vaut mieux utiliser l'argile blanche. Après, la verte, elle est accessible à tous quand on n'a pas de problématique particulière. Mais le charbon, il fait effectivement le même effet. C'est intéressant. Et le charbon, il est intéressant aussi quand, par exemple, alors moi, j'aime toujours en avoir une boîte et j'ai des gélules à la maison. Quand je rentre et je vois que j'ai fait une soirée avec des excès, que ce soit en alimentaire ou en alcool, ou aussi que j'ai mangé quelque chose que j'ai des difficultés à digérer. Franchement, 2-3 gélules de charbon et c'est terminé en fait. Ma journée, elle passe comme ça très bien. Donc ça, c'est des petites choses. Argile verte sur fine ou argile blanche, puisque l'argile blanche, je l'aime beaucoup aussi sur les enfants, même à saupoudrer sur les fesses des bébés quand ils sont. Elle sert à plein de choses. Mais voilà, avoir ça à la maison, ça peut être vraiment très très intéressant. Et le charbon, c'est comme l'argile, par contre, on l'éloigne de tout traitement parce qu'il a une qualité absorbante très très forte. Donc vraiment, espacez-le des traitements que vous prenez actuellement pour pas que... Il empêche leur action en fait. Complètement. Le jus de citron, moi j'aime bien aussi. Alors bien sûr, comme tout à l'heure on disait pour les personnes qui sont en perte de vitalité ou un petit peu fatiguées, le jus de citron, nous en naturopathie, on va pas forcément leur recommander parce que c'est assez acidifiant. Mais ponctuellement, quand on a fait un excès quand même, un repas gras, tout ça, on peut le prendre vraiment juste après. En fait, le but c'est de s'écouter vraiment ses besoins. On en parlait ensemble, de revenir à ses intuitions. On sait ce qui nous fait du bien en général. Après, il faut pas en boire toute la journée. Et puis quand on connaît aussi, c'est-à-dire que là, dites-vous que si vous avez de l'argile verte, charbon actif, moi par exemple, ce week-end, j'étais pas très bien, mais j'ai été vraiment plus attirée, comme je te le disais, par l'argile verte. Donc quand on a ça sous la main, c'est vraiment des produits en plus
voilà, quand vous achetez un paquet d'argile verte, vous en avez quand même pour un petit moment. Donc, Ouais, puis il sert à beaucoup de choses. On peut faire des cataplasmes avec. Il y a vraiment plein d'applications possibles. L'argile, ça se périme pas a priori non plus. Donc, c'est quand même intéressant de l'avoir chez soi dans sa pharmacie. Donc, il y a aussi toutes les tisanes on a citées tout à l'heure, le romarin, le thym, l'anis aussi, la cannelle, le clou de girofle qui peuvent être intéressants, voilà, quand à soit incorporés dans votre alimentation, dans vos bouillons ou dans des tisanes pour stimuler le système digestif. Et oui, parce qu'il y a des plantes qu'on dit carminatives qui vont aller prendre en charge quand on a des gaz ballonnements douloureux pour évacuer un petit peu. Donc l'anis, c'est souvent les goûts anisés comme ça, l'anis, le fenouil, cardamome, puis après cumin angélique, des choses comme ça en infusion ou en nutrition. Ça va vraiment faciliter, je trouve qu'on le ressent assez immédiatement en plus l'effet. Pour revenir un petit peu sur les huiles essentielles aussi qu'on peut utiliser sur la peau, à diluer bien sûr dans une huile végétale, il y a des huiles aussi antispasmodiques, donc quand on est vraiment aussi pas très très bien du digestif, ça marche assez rapidement aussi. L'huile d'estragon ou de basilic tropical en massage, si possible dans le sens du transit, mais vous risquez pas grand-chose quand même non plus à faire dans l'autre sens. Mais vraiment, en se massant le ventre avec, ça soulage assez rapidement quand on a des douleurs intestinales. Ouais, quand il y a des spasmes en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que voilà, le basilic tropical, moi je te le disais, je l'utilise beaucoup. C'est une huile essentielle qui s'utilise aussi chez les enfants à partir de 6 ans. Donc voilà, il peut facilement venir s'incorporer dans la trousse à pharmacie familiale. Dans le côté digestif aussi, pour faire vraiment le pont avec l'hydrologie, il y a la bouillotte. Ah oui. Vraiment, toujours, ça c'est l'incontournable en naturopathie, la bouillotte d'eau chaude. Voilà, soit sur le ventre ou aussi au niveau du foie. Alors le foie, je rappelle, il se trouve à droite sous vos côtes. Il est pas plus haut, pas plus bas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir mettre du chaud sur votre foie, en sachant que le foie, c'est l'organe du corps qui a besoin de plus de chaleur. Donc c'est une chaleur qu'il n'aura pas, lui, à produire. C'est sûr. Ça lui facilite la détox aussi, ça facilite le fait qu'il filtre plus facilement, surtout en ces périodes-là où effectivement il fait froid à l'extérieur, on va apporter. C'est pour ça qu'on fait pas forcément la bouillotte sur le digestif par exemple en plein été. C'est vraiment à ces périodes-là que ça devient plus intéressant, sauf si vraiment on a des troubles du transit. Dans l'hydrologie, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais Oui, dans l'hydrologie, alors, moi je m'étais noté les bains chauds aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'eau salée pour le nez, pour la gorge en gargarisme. Les bains chauds, ils peuvent aussi être additionnés de sel d'Epsom. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va détendre le musculaire. C'est un magnésium. On va mettre une cuillère à soupe dedans ou un petit peu plus. Ça va être un bain détente. Pour des gens qui vont avec les grands froids ou avec l'humidité avoir des tensions musculaires, c'est toujours intéressant de faire un petit bain chaud. On met une petite goutte de lavande aussi, quelques-unes avec le sel d'Epsom. Et voilà, le sauna hammam aussi de temps en temps en hydrologie. On peut à cette période-là, c'est agréable en plus. Bah oui, surtout que c'est vraiment sauna hammam, ça va aider notre corps à justement transpirer, évacuer par la peau, donc les toxines, mais aussi le trop-plein d'acidité. Et ça, c'est important. Alors, on en parle beaucoup en naturopathie, l'équilibre acido-basique du corps. Notre corps, il est en perpétuelle recherche de cet équilibre. Et je vous rappelle que la peau, c'est la plus grande surface d'échange justement entre l'extérieur et l'intérieur de votre organisme. Donc ça, c'est un émonctoire. Donc nous, on parle d'émonctoire en naturopathie. L'émonctoire, c'est vraiment les organes, on va dire, de nettoyage qui vont aider le corps à éliminer ses déchets. La peau fait partie intégrante des émonctoires, même si on en parle moins et qu'on le considère moins. Alors il y a les bains chauds, il y a le hammam, il y a le sauna, mais il y a aussi le brossage. Moi, j'aime beaucoup cette technique de brossage à sec, qu'on vient faire, alors qu'on peut faire par exemple avant son bain ou sa douche, où on vient avec une brosse en poil naturel, vraiment frictionner l'ensemble de son corps pour éliminer les peaux mortes et surtout favoriser la circulation, la microcirculation. Ça favorise aussi la circulation lymphatique.
Donc il y a plein de... C'est intéressant le brossage parce que le corps il va se débarrasser naturellement des petites cellules mortes qui finissent par arriver à la surface de la peau, mais parfois c'est plus difficile qu'elles se détachent. Il y a des personnes qui vont avoir des peaux plus sèches, donc voilà, le fait de frotter ça facilite, et puis c'est à long terme parce qu'effectivement on a des petits canaux lymphatiques qui vont passer pas loin, donc la friction aussi elle va favoriser cette circulation là. Voilà, pour ceux qui ont la peau très sèche, c'est bien derrière la douche par contre d'aller peut-être apaiser en mettant un corps gras, quelque chose pour pas qu'il y ait trop d'irritation suite au brossage, mais c'est toujours intéressant à plein d'égards le brossage à sec, et c'est très peu connu finalement en France. Ouais, on n'en parle pas beaucoup, donc mais ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et voilà, d'aller en douceur aussi, c'est pas un brossage, on n'est pas un cheval, hein. Un gant de crin avec les grands. Donc on y va doucement, surtout au début, quand on débute, voilà, pour que notre peau elle s'adapte. Et ça va vraiment faciliter la circulation pour les personnes qui ont aussi des problèmes circulatoires, tendance aux pieds et mains froids. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à une petite brosse en poil naturel dans votre salle de bain. C'est vraiment génial. Oui, à faire avant la douche, et puis vous pouvez prendre votre douche ensuite. Vraiment, on dit qu'il faut brosser dans le sens du cœur. Je sais pas si tu l'appliques. Exactement. D'aller toujours un petit peu des membres, juste je fais des gestes là où on me voit pas. Moi, je te vois. Mais t'as compris. On va dans le sens de la direction du cœur, en fait. Remonter quand on est vers les jambes, et puis aller toujours dans cette direction-là. Favoriser la circulation. Exactement. Alors justement, on parle de la peau, et ça va nous faire notre transition pour cette dernière partie d'émission, où on va vous parler de la peau, de prendre soin de votre peau, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie intégrante des organes des émonctoires et des organes qui vont permettre de nettoyer votre organisme. Donc bien prendre soin de sa peau, et puisque c'est une grande surface d'échange, veillez à ce que vous mettez dessus. Et Nadège, il me semble que tu as pas mal de choses à nous dire sur ce sujet. Oui, moi j'aime bien ce sujet. C'est quand même ton sujet de mémoire en naturopathie. Oui, c'est ça, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour justement aiguiller nos auditeurs? Tu vas nous dire tout ça là dans un instant sur comment aiguiller nos auditeurs, sur comment on prend soin de sa peau, qu'est-ce qu'on met pas, quelles choses on doit regarder dans nos cosmétiques. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac, on fait une courte pause musicale, et Nadège nous dévoilera toutes ses ressources sur prendre soin de sa peau avec la naturopathie. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute. Alors j'espère que vous avez bien pu tout noter, tout ce qu'on vous a dit, parce que je me suis rendu compte qu'on vous a donné beaucoup d'informations en ce début d'émission. Pour un petit carnet, on devrait prévenir avant. C'est ça. Prenez votre carnet et votre stylo. Donc pour les mots de l'hiver. Bon bref, si vous n'avez pas pu écouter cette émission et que vous avez envie de conseils naturels sur les mots de l'hiver, soit vous réécoutez notre replay qui se trouvera sur YouTube. Vous pouvez aussi venir à notre atelier d'huile essentielle le 7 décembre à 19h, donc qui sera à Aix-les-Bains, au 4 Square Jean Moulin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès de moi-même, Anaïs Roinard, naturopathe, ou de Nadège. Toi, c'est Naturocoach sur les réseaux. Donc Nadège, tu voulais nous parler donc ce dernier volet sur les mots de l'hiver. Moi, je trouvais très opportun de parler de la peau, puisque l'hiver est surtout dans notre région où les hivers sont quand même assez froids et sec. Souvent, on a tendance à mettre beaucoup de cosmétiques, à venir mettre des crèmes, à venir hydrater cette peau. Alors, j'ai appris à ton contact que l'hydratation, elle venait pas toujours de l'endroit que l'on croyait. Avec les cosmétiques, on nous vend souvent ça, ces propriétés, les propriétés hydratantes des cosmétiques. Peut-être que tu peux nous rappeler, ça m'a beaucoup parlé, ce que tu m'as dit sur la peau, ce côté imperméable finalement. Oui, moi j'avais envie de parler de la peau parce que je trouve qu'on en parle toujours en abordant l'aspect beauté.
Et finalement, on finit par le considérer comme quelque chose de superficiel et on l'aborde pas sous l'aspect et le prisme santé. Alors que l'état de notre peau, il a une grande importance puisque en fait notre peau c'est la surface d'échange entre nous et le monde extérieur et il y a beaucoup de fonctions qui sont relatives à la peau, notamment la régulation de la chaleur, la capacité à excréter nos toxines, la capacité d'absorption, des choses comme ça. Donc tout ça, ça intervient dans l'équilibre global de l'organisme qu'on appelle l'homéostasie. Et la peau, elle joue vraiment son rôle là-dessus. Donc c'est vrai que tu le disais, dans notre région, la peau en hiver, elle peut prendre un petit peu, elle a tendance à se dégrader avec le froid, le vent. Donc surtout pour les peaux sensibles, on peut être encore plus vigilant. Et puis il faut protéger un petit peu toutes ces fonctions qui sont sous-jacentes, pas simplement pour avoir une belle peau, mais aussi pour protéger l'organisme. Ne pas boucher non plus nos glandes sébacées, sudoripares, parce qu'elles ont une fonction d'excréter les toxines, un petit peu comme si on sortait les poubelles. C'est pour ça qu'en naturopathie, on le considère comme un émonctoire, donc comme un organe filtre aussi, la peau. Elle prend le relais quand nos organes internes sont un petit peu encrassés. Et puis, la peau, c'est aussi les transmissions des informations cutanées. Voilà, il y a plein de choses à dire. On synthétise la vitamine D aussi avec la peau. Il y a des absorptions de certaines matières, mais pas d'autres. Donc, justement, tu parlais d'hydratation tout à l'heure. Il y a un vrai greenwashing autour de ça. Il y a vraiment beaucoup de commercial qui est fait autour des produits hydratants. Et en réalité, ça n'existe pas, quoi. Parce que si on n'était pas étanche et qu'on prenait notre douche et qu'on allait se baigner, on aurait un problème quand même. Donc l'eau normalement ne rentre pas. Il y a une réelle imperméabilité. Donc en fait, on peut quand même se déshydrater si on ne protège pas les tissus. Les tissus internes, en revanche, ils ont de l'eau. Il y a des choses qui sont, il y a des matières hydratantes à l'intérieur, et c'est les matières grasses qui en réalité nous aident à protéger les matières aqueuses. Donc c'est le rôle du sébum de la peau tout simplement. C'est une raison pour laquelle on a normalement, quand on a une peau saine, un tout petit film lipidique qui protège cette hydratation en dessous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'hydratation, on l'apporte par l'intérieur. On va aller boire une eau de qualité, si possible peu minéralisée, avoir une bonne eau, mais on l'apporte par l'intérieur. On ne peut pas en réalité la fixer par l'extérieur. On peut un petit peu hydrater, mais il va falloir sceller l'hydratation en apportant une matière grasse de qualité par-dessus. Alors là, la chimie aujourd'hui, la cosmétique, elle va avoir tendance à nous vendre des dérivés de la pétrochimie. Moi, je trouve ça scandaleux quand même, parce que si on n'accepte pas de le mettre dans nos assiettes, je vois pas pourquoi on le met sur la peau. Et effectivement, surtout que la peau l'absorbe. Donc c'est comme si on mangeait. Effectivement, et on va avoir des choses qui vont nous donner une illusion d'hydratation. Par exemple, on parlait du propylène glycol ensemble, des choses qui vont être, ou alors des huiles minérales qui vont donner cette sensation de lisse sur la peau. Et effectivement, elles vont couvrir quelque chose déjà, donc elles vont boucher nos pores. Ça va être problématique. D'où l'acné chez certaines personnes, ça va favoriser ces phénomènes-là. Et ça vient de la paraffine, des huiles minérales qui viennent de la pétrochimie. C'est quand même un film gras qu'on laisse à la surface de la peau, mais qui est pas naturel. Donc si on voulait imiter le sébum naturel de notre peau, on peut aller, encore une fois, sur des bonnes huiles végétales. On les apporte en interne, les oméga 3, tout ça. Mais on peut apporter aussi des bonnes huiles en externe. Le jojoba, par exemple, il va ressembler au sébum de la peau. L'huile de rose musquée, qui est assez chère, mais assez intéressante pour le visage, elle va être très bien pour les peaux matures. Pour les peaux très sèches, on peut aller sur du karité et protéger vraiment comme ça. En tout cas, voilà, couvrir notre hydratation avec un corps gras. Et puis couvrir sa peau aussi avec des gants, des vêtements pour garder la chaleur. Ça reste important et intéressant. Transpirer pour évacuer les toxines. Voilà, il faut qu'on en prenne soin de ce système-là de notre corps aussi. Et dans en plus, propylène glycol, alors quand tu dis boucher les pores, tu parles de cosmétiques, l'effet licence avec le propylène glycol, par exemple ? Oui, ou alors des huiles minérales, contrairement aux huiles végétales. C'est quoi les huiles minérales, par exemple ? C'est vraiment des huiles qui vont venir des dérivés pétrochimiques, et on va avoir des choses qui vont boucher nos pores. Ça, c'est problématique. On sait que la transpiration, elle est importante pour, on va dire, sortir les poubelles, pour un petit peu évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Ça nous aide à évacuer. Le foie, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est notre organe filtre, les reins aussi. Quand ils sont un peu surchargés, la peau, en naturopathie, elle dit que l'émonctoire secondaire peau, il va prendre le relais. Il va nous aider un petit peu à sortir tout ça. Si on l'a bouché et qu'on n'a pas favorisé cette faculté d'excrétion, on va avoir des choses qui vont rester sous la peau, on va avoir des toxines qui vont rester, ça va favoriser des boutons. Voilà, donc la santé de la peau, elle sera plus là, quoi. Ok.
Mais il y a aussi des additifs, il y a des perturbateurs endocriniens. C'est vrai que nos cosmétiques, on prend pas assez soin de regarder la composition. C'est pas toujours facile, donc c'est vrai qu'il y a des petites applications qui existent pour connaître la listing key donc des cosmétiques. Autrement, on peut aller se tourner vers des gens qui connaissent, des naturopathes formés. Et c'est vrai que déjà, comme tu dis, moi j'utilise l'application Yuka. Pour les cosmétiques aussi ? Parfois, oui, j'aime bien regarder par curiosité, surtout quand il y a des nouvelles marques qui sortent. C'est pas évident de s'y retrouver en plus dans ces additifs-là. Et en fait, il les intègre et je me posais la question justement, tu parles du propylène glycol. J'ai pas pris le temps de regarder, mais est-ce qu'il est considéré comme toxique, cancérigène ou pas encore, enfin tu vois. C'est le problème de ces choses-là, c'est qu'en fait ça évolue tout le temps. Et il y a des choses par exemple qu'on dit controversées. Et dans 2 ans, peut-être que ce sera une matière qui sera interdite ou qu'on considérera comme dangereuse ou cancérigène. Donc, en fait, ça évolue tout le temps. Moi, je crois que, sans aller dans l'extrémité, faire attention à ce qu'on met sur notre peau et aller vers le plus naturel possible. En tout cas, c'est toujours un bon parti pris pour éviter ça. De rester dans cette notion de, mettez sur votre peau ce que vous pouvez manger, en fait. Ouais, tout à fait. Et il y a des personnes qu'on peut recevoir en cabinet. Moi, j'ai beaucoup accompagné des cas d'acné, de choses comme ça. Alors, bien sûr, on fait des choses en interne et on revient toujours à cette dimension globale. Il y a beaucoup d'aliments qui sont mucoproducteurs, qui vont favoriser l'arrivée des boutons, mais il y a aussi ce qu'on se met sur la peau. Et avec certaines personnes, je pense à une jeune femme que je suis en particulier qui m'en parlait. On est parti sur beaucoup de sujets avec elle, mais je suis revenue à son motif de départ récemment suivi et je lui dis alors l'acné ? Ah mais l'acné j'en ai plus. Donc voilà, on avait mis en place le fait que la cosmétique soit simple. En fait, la bonne eau florale, les bonnes huiles essentielles, la bonne huile végétale, voilà, less is more quoi. Aller sur des choses qui sont pour nous et ne pas encrasser un terrain. Et normalement, il n'y a plus de problématiques de santé. Oui, il y a même, moi j'aime beaucoup aussi l'aloe vera, mais comme tu disais, de bien la mélanger à une huile végétale. Oui, d'ailleurs on sent qu'en le mélangeant, ça pénètre mieux, ça adhère mieux à la peau. Comme une petite, une petite crème un peu, hein. Et je trouve que ça, une huile végétale et un peu vous pouvez faire vos mélanges et du gel d'aloe vera, le soir, ça peut être quelque chose d'apaisant. On sent que la peau tout de suite, C'est super l'aloe. En plus, ça a des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires. C'est vraiment utile à plein de choses. Donc, on peut la sceller pour que, effectivement, il adhère mieux à la peau. Et on peut humecter la peau avec, mais en mélangeant avec une huile végétale, ça a moins cet effet tenseur, ça a plus un effet pénétrant. Parce que les gens me disent « Ah, j'ai essayé l'aloe souvent, mais ça ne marche pas du tout, ça ne pénètre pas ma peau. » Mais en fait, en facilitant la pénétration, puisque les corps gras, eux, certains pénètrent notre peau, c'est beaucoup plus facile de le faire tenir sur la peau. Donc, par exemple, ça pourrait être en petite chose à tester pour nos auditeurs. L'huile de jojoba mélangée à l'aloe vera. À quelle proportion tu dis? Même moi, je fais vraiment comme ça aussi dans la main, une petite. Alors souvent c'est en gel, donc c'est pas facile en plus de calculer. Dans la main, un petit peu d'aloe vera avec votre petite huile végétale. On peut se démaquiller à l'huile végétale, ça fait aussi partir le maquillage, waterproof, tout ça. Mais il y a les huiles végétales qui peuvent être mélangées à ça. Après, ça vous interdit pas de mettre votre crème de nuit ou des choses comme ça derrière. Tant que c'est des cosmétiques qui sont le plus naturels possible, c'est toujours intéressant. Super. Bon, peut-être qu'on fera un atelier cosmétique aussi. Moi, j'adore fabriquer mes crèmes. Bon, on vous en reparle en tout cas. Bon, merci Nadège pour tous ces conseils, tout ce que tu nous as évoqué aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de choses, autour des maux de l'hiver, mais je trouvais que la peau, pour moi, c'est aussi, ça fait partie des symptômes qu'on peut vivre l'hiver. Donc l'acné, ça peut être toute l'année, mais parfois pour aussi ce côté froid. On entend beaucoup parler des crevasses, des lèvres gercées, tout ça. Oui, puis on se déshydrate aussi bien l'hiver que l'été, donc c'est important de conserver ce film hydrolipidique. Donc pensez hydratation et oméga 3. Donc les oméga 3, juste dernière parenthèse, c'est les bonnes huiles comme l'huile de lin, noix, chanvre, cameline, et puis aussi bien sûr les petits poissons, sardines, maquereaux ou le foie de morue. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous dis à dans 15 jours pour votre émission Destination Bien-être.